Top sur Top, le podcast du peuple du ping français. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top sur Top, le premier podcast de débat ping sur l'actualité professionnelle en France. Comme de coutume, je suis accompagné de Foucault Simonin. Salut Foucault, comment ça va ? Salut Noah, écoute, ça va très bien. Malheureusement aujourd'hui, Damien Laterne n'est pas là. Heureusement, il a pas pu être présent, mais il sera à coup sûr présent la semaine prochaine. On enregistrera sûrement dimanche prochain après le feeder de Lille. Et justement, le feeder de Lille, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. C'est seulement la deuxième compétition, le deuxième tournoi WTT qui sera organisé en France depuis l'ère WTT qui a commencé en 2021 après le Champions de Montpellier. Donc le Champions de Montpellier qui a été créé en 2024. Et donc ça va être le deuxième tournoi de WTT. On aura notamment 17 associations de paires françaises alignées en double, que ce soit double homme, double femme, double mixte, et également 31 joueurs et joueuses françaises qui sont engagés en simple sur cette compétition. Donc ça fait vraiment du beau monde, dont 17 qui sont déjà assurés dans le tableau principal. Donc avec Foucault, on va se demander aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut espérer de ce premier feeder en France avant celui d'Henbon au mois de mars prochain. Qu'est-ce que justement on a envie de voir pour ce premier feeder en France, qu'est-ce qu'on peut espérer, quelles sont nos attentes tant au niveau de l'extra-sportif, l'ambiance, ce qu'on peut même décrire potentiellement comme une fête populaire, comme plusieurs l'ont décrite aussi pour Montpellier, et tout simplement au niveau sportif, au niveau résultat. Foucault, je te laisse commencer, qu'est-ce que tu espères pour ce premier feeder en France ? J'espère déjà une grosse ambiance, surtout que là, par rapport aux championnats de Montpellier, la différence c'est qu'il y aura des qualifications, ça sera pas forcément une compétition plus longue, mais il y aura des qualifications. Donc est-ce qu'il y aura beaucoup d'ambiance sur ces qualifications ? Ensuite, voir aussi comment ça va être géré les matchs franco-français, parce qu'il y en aura pas mal, forcément, vu qu'il y a beaucoup de Français, il y aura forcément des matchs entre Français, et j'aimerais bien voir l'ambiance qu'il y aura dans ces matchs. Donc ça va être ma première attente, ça va être l'ambiance. J'espère qu'il y aura une grosse ambiance, j'espère que les Lillois mettront le feu. Et ensuite, j'espère évidemment du niveau de jeu, parce que là, ça sera il y aura quand même des beaux joueurs au-delà des Français. Chez les hommes, il y a Redenfos et Bertas Meyer et même Freitas. Et chez les femmes, il y a quand même des très bonnes européennes, avec Erland et Bajor, et aussi Leon Jun, la Tawanen. Donc j'en attends beaucoup. C'est vrai que c'est le premier feeder qui sera en France. Après il y aura celui d'Henbon. On a vu que Henbon en mai, Foucault, désolé je te coupe, j'ai un peu bafouillé, je crois qu'on entend mars, mais qui aura bien lieu fin mai. Ouais. Et Henbon, on a vu qui est arrivé à quand même mettre une grosse ambiance sur le match, notamment de Ligue des Champions, notamment lors du Gozi Fandendong. Donc on sait que là-bas il y aura probablement une bonne ambiance, c'est une très bonne salle aussi. Donc à voir comment Lille va organiser ça. En tout cas, je suis curieux. Sachant que tu l'as pas dit en intro, mais Top sur Top sera là-bas pour. Merci. Je te relance sur ça du coup. Ouais, donc comme tu l'as dit, on sera là-bas avec Pierrick. Pierrick sera là les 4 premiers jours, enfin l'entièreté même de la compétition, les 5 jours. Et moi, je viendrai le rejoindre sur le dernier jour. Donc merci de le rappeler. Et surtout merci au LMTT et à la WTT de nous avoir accordé cette accréditation, à Pierrick et à moi, et puis surtout à l'entièreté de Top sur Top. Donc voilà, encore merci à eux. Donc c'est sûr qu'on va pouvoir faire énormément de contenu, mais surtout moi ce que j'attends là-bas, ça va être de vivre quelque chose. À titre personnel, j'ai envie de dire de vivre un beau tournoi et de vivre une belle ambiance, parce que moi je serai là seulement le dernier jour, donc vraiment j'espère qu'il y aura des supporters toute la semaine, mais comme moi je serai là uniquement le dernier jour, c'est pas une volonté égoïste, individualiste, c'est de me dire au moins le dernier jour, c'est un samedi, c'est pendant les vacances, c'est pendant le week-end. J'espère qu'il y aura beaucoup de Lillois au moins ce jour-là, aussi, également le vendredi soir. Enfin, même si on sait que la session s'étend sur tout l'après-midi, au moins sur la session du vendredi après-midi et sur les 2 sessions du samedi, j'espère que la salle sera comble, qu'il y aura énormément d'ambiance,
aussi, comme tu l'as dit, au niveau des tableaux, des plateaux qu'on a, on a quand même des chances d'avoir beaucoup de Français sur ces derniers jours. On a de la chance d'avoir comment dire, un tableau qui est assez autant homogène que dense et assez relevé. On sait qu'on a beaucoup de Français, nous, qui aujourd'hui occupent les meilleures places mondiales, sans trop en faire, mais aujourd'hui, avoir 10 Français dans le top 100, c'est quand même énorme, ce qui nous permet d'avoir beaucoup de Français sur un feeder, sans qu'on se dise que il y en a qui n'ont pas la place ici. Donc je pense qu'on va pouvoir avoir de très beaux matchs. Et, euh, et tu vois, je vais me mouiller un peu, hein, même si je pense que tu es d'accord. Moi, je viserais bien au minimum 3 titres. Et quand je dis au minimum, c'est que 5 titres. Pour moi, ce serait pas un scandale, honnêtement. Quand on voit les joueurs qui sont alignés, bon, déjà sur le tableau de simple masculin, le titre il semble être promis à Flavien Coton. Et s'il ne remporte pas, on a quand même Joe Seyfried qui a gagné les 2 derniers finals de l'année 2025 avec Parme et Düsseldorf, et Léo de Nodres qui a fait un énorme star contender de Doha, qui était 74e mondial avant début 2026 et qui aujourd'hui a déjà grimpé au classement. Donc voilà, je veux pas dire qu'il est acquis, mais je pense que ce titre déjà devrait revenir en France. Après pour le simple femme, Charlotte Lutz est dans les 3-4 favoris du Grand Max, avec comme tu as dit Yu Yun, Brit Irland. Je pense que justement devant un public français, quand on sait que c'est peut-être le seul tableau où on n'a pas un ou une française ou une association de français qui est vraiment là où le favori, elle va pouvoir s'appuyer sur ce public qui va la pousser. Donc moi j'ai confiance en elle à ce niveau-là. Double homme, on a la paire Jules Roland, Léo de Nodres qui a notamment remporté le contender de Lagos, alignés ensemble. Donc moi je pense qu'ils peuvent faire des ravages, surtout quand on voit que en face la meilleure paire c'est Martin Allegro et Adrien Rassenfos. Cette paire belge qui a fait un quart de finale en smash, mais qui réellement n'a fait qu'une seule grosse perf, qui est pas souvent alignée ensemble. Après, ce qu'on disait en off aussi, ce que je te disais, c'est que Rassenfos a peut-être plus l'habitude qu'un Jules Roland de jouer en double, vu qu'il joue en Bundesliga et que Jules joue en Pro A. Maintenant, Léo aussi joue en Bundesliga. Léo est pas souvent numéro 1, donc joue souvent les doubles avec son club de Bundes. Donc moi je pense vraiment qu'on peut aller également chercher ce titre-là. Et sinon, on a Vincent Picard, Alexis Couraichi, Antoine Noiro, Nathan Lam, Benjamin Fruchard, Denis Dorsescu. Donc ça nous fait quand même déjà 4 paires qui sont assurés d'être dans le tableau principal. Et on a d'autres paires en qualif. Voilà, sur le double femme, on a quand même Nina Gozeng et Léana Auchard. Et pareil, j'ai vraiment confiance, même si elles sont que 7e et que devant on a encore Camille Luce et Audrey Zarif placés 7e avant le début de la compétition. Au niveau du classement de quand ils ont mixé, ou je sais pas comment ils ont fait, quand ils ont mixé les classements de double individuel. Donc je sais que c'est une association aussi pareil qui peut être à un très bon niveau quand elles sont bien réglées ensemble, qui ont des jeux qui matchent bien, qui fonctionnent bien ensemble et qu'elles ont l'habitude de jouer ensemble. Et puis en double mixte, pareil. En fait, moi je vois Nina Gozeng, Nathan Lam, donc placé 3e, et devant placé 1er. Il n'y a pas de tête de série, mais qui sont vraiment les grands favoris et qui peuvent aussi, comme je l'ai dit, être favoris en simple. C'est Flavien Coton et Charles Lutz. Donc pour moi, vraiment ramener 5 titres, ce serait pas non plus très étonnant. Je m'en réjouirais, hein, évidemment. Je serais très content. Je serais très content qu'on ramène 5 titres. En plus à Lille, ça veut dire que j'en vivrai 3 sur les derniers jours. Donc moi, je serais vraiment aux anges. Hein. Maintenant, non, je pense pas que ce serait une chose qui soit très étonnante au vu du plateau. Et je pense qu'on peut s'en réjouir, de se dire que sans que le plateau soit très faible, parce qu'on a eu des fineurs avec des plateaux très très faibles, on puisse se dire, on peut revenir avec 5 titres sans que ce soit un scandale. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très positif et dont on peut se réjouir. On a même eu des contenders avec des plateaux très faibles. Hein. Le contender de Lagos, typiquement, c'était un contender à l'époque avec un tableau assez faible. Ouais, je suis globalement d'accord. Je serais
peut-être un peu plus timoré sur les 5 titres parce que moi je pense que ça va être quand même dur de tout rafler, notamment sur le double femme. Parce qu'en y réfléchissant, Léana et Ina, oui, objectif 3. Mais en y réfléchissant, Léana et Lina, même si elles sont très fortes, ça va être quand même chaud, hein. Je pense que aussi, faudra pas sous-estimer chez les féminines les deux taïwanaises, parce que souvent, moi j'ai tendance à être un peu inquiète quand il y a des asiatiques chez les féminines, parce qu'elles sont empêchées par les quotas, parce qu'elles peuvent faire moins de compétition que les autres. Et donc, souvent, il peut arriver qu'elles soient pas mal sous-classées. Donc, on verra bien, mais Chez Taïwan. ouais, oui, c'est vrai, c'est moins le cas que chez les Chinoises. Euh, voilà. Après, moi, je pense que quand même, il y a deux titres qui me paraissent quand même vraiment probables. Ce serait le titre de coton chez les hommes, même s'il y aura Radenfos. Et puis sinon, il y aura Seyfried et De Nodrest. Et pour moi, encore plus probable, c'est le titre en double mix de Flavien Coton et Charles Sus, qui est quand même un double qui commence à être vraiment bien expérimenté, qui pour moi est un double mix qui représente le futur de l'équipe de France, je l'espère, et qui, je l'espère, va avoir un futur cool et qui sera bientôt le double mix de la France, même si pour l'instant je ne remets pas du tout en question le Gauzy Pavad actuellement. Enfin, le double homme, ouais, effectivement, il y a Roland et Don Drest où c'est possible. Moi, j'avoue que sur ce plateau, je vois plutôt Allegro et Gravenfoss. Mais en tout cas, moi aussi, c'est vrai que j'en vois trois. Je pense que je vois le double mix, le simple homme et je dirais le simple femme aussi. Donc j'en vois trois. Encore une fois, je serais pas choqué si on avait 5, mais j'avoue, je ne pense pas. Ouais, tu vois, ce qui est beau, ce que je te disais, c'est qu'il y en a deux pour lesquels on n'est pas sûr à 100%, évidemment, ça reste du ping, ça reste du sport, même en général, mais où il y a quand même de fortes probabilités qu'ils ramènent le titre à la maison, qu'ils aillent le glaner, qu'ils aillent le chercher. Donc, et puis le reste, tout est largement possible, et c'est même pas que c'est permis de rêver, c'est que vraiment c'est possible, et qu'il y a de grandes chances qu'on les ait, j'ai envie de dire. Et au niveau des doubles, par contre, je trouvais ta réflexion, pardon, intéressante. Est-ce que ce double coton lutte, c'est l'avenir de l'équipe de France? Moi, d'un côté, j'espère, oui. Surtout que, bon, on va pas se mentir, le double Gauzy Pavad, c'est un bon double sans être non plus exceptionnel, hein. Je le trouve, Ouais, ouais, je le trouve pas meilleur que Alexis Dianan, Gauzy Pavad. Moi, j'aime bien, hein, mais je trouve les deux du même niveau. Et pour moi, il n'y en a aucun qui, dans une perspective JO, irait chercher une médaille. peut-être que à titre individuel, Simon et Priti sont deux joueurs plus créatifs, donc on a plus envie de les voir associés que Giannan et Alexis. En plus, on Et sait que puis, en créativité, il y a un énorme différentiel entre Giannan et Priti, mais bon. Ouais. Alexis, quand même, faut pas oublier que il a quand même un physique. Il avait pu être gêné par le passé. Donc, avant les JO, je trouvais ça logique qu'il soit sur les trois tableaux, vu qu'il y a eu un accord sur le fait que ça serait Dianan, Alexis, le double des JO. Maintenant, être sur les trois tableaux dans une compétition, je trouve ça peut-être un peu trop pour Alexis. Sachant que j'espère quand même qu'il aura une année moins galère cette année. Alors bon, l'année dernière c'était pas vraiment ses soucis physiques, hein. C'est sa blessure à la main surtout, mais j'espère qu'il aura une année moins galère cette année. Donc je pense que c'est plutôt bien pour lui de jouer sur du coup un tableau en Champions et sinon deux tableaux avec le double masculin avec Félix. Ouais, mais tu vois, par rapport à justement au double mix, comme tu as dit, on écarte l'hypothèse d'un Giannan Alexis parce que, bah, premièrement, tu l'as évoqué, les blessures d'Alexis, mais surtout, Giannan commence à être vieillissante.
faut assumer ça. Maintenant, Jana a 40 ans, enfin, donc elle va pas jouer au ping toute sa vie. Le Pretty Simon, comme je te dis, il me fait pas non plus rêver, même si on va pas totalement le dézinguer, mais c'est pas un double qui me fait rêver, ou en tout cas c'est pas un double qui va nous faire gagner des grandes compétitions à mon avis. Et par contre, cette semaine, j'ai pu voir le Charlotte Lutz Thibaut Porret. On voit souvent le Charlotte Lutz Flavien Coton. Donc Thibaut et Charlotte sont arrivés en demi à Mascat, en perdant à la belle face à Diachitale et Manoucha en demi. Au terme en se faisant remonter parce qu'ils gagnaient 2-0 et d'ailleurs Diachitale et Manoucha futurs vainqueurs de la compétition face à une paire chinoise, donc pour montrer que c'était pas rien quand même d'arriver en demi et de perdre face à cette paire à la belle. Donc je pense que voilà, on a deux bons doubles composés de Charlotte, d'un côté au niveau de la partie féminine, et après donc soit de Thibaut, soit de Flavien, mais que ça oui, va vraiment falloir s'y appuyer pour l'avenir de l'équipe de France, pour une future Coupe du Monde dans quoi, 2-3 ans grand max, hein, ou même pour les JO 2028, un double composé de Charlotte et Thibaut ou Flavien, en espérant, s'il reste à ce niveau-là, que Félix reste notre numéro 1 et que notre numéro 1 féminine soit Pritika, on pourrait très clairement aligner un de ces deux doubles-là en double mixte sur la première rotation, ou si le format change sur la troisième, ou que sais-je, pardon. Donc moi je pense que ça peut être vraiment très intéressant d'avoir ces deux doubles à notre actif. Oui, tu voulais rajouter quelque chose au niveau des doubles? Non, oui, je regardais le classement là, c'est vrai que par exemple là, Gauzy et Pavard ils sont 34e mondial avec la meilleure perf, c'est les huitièmes de finale en smash quoi, donc c'est pas des perfs de fou quoi. Donc effectivement, on va voir cette année, ils auront encore plus d'expérience. Est-ce que ça va faire est-ce qu'on va avoir une progression? En tout cas, je pense qu'aussi c'est bien de laisser progresser aussi Thibaut Poré et Charlotte Sus, et donc Flavien Coton aussi et Charlotte Sus ensemble, pour voir ce que ça donne et pas se précipiter. Donc je pense qu'on a aussi c'est aussi une bonne idée de faire ça. Voilà. Parce qu'en plus, passer, sans encore une fois, hein, totalement les dézinguer, mais faut qu'on soit objectif et honnête, passer un tour enfin, arriver en huitième de ce match, c'est passer un tour. Et c'est un tour de qualif, donc c'est pas non plus très glorifiant, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était pas une mauvaise idée d'association. Maintenant, je pense qu'il va falloir passer à autre chose, surtout si on peut en aligner qu'une seule sur des tournois tels que les Star Contender ou les Smash. Autant aligner vraiment Flavien et Charlotte, ou Charlotte et Thibaut en priorité à mon avis. Et même ce serait bien de leur laisser leur chance sur des Smash dans les prochains qui vont arriver là, peut-être à partir du Singapour Smash, hein, qui sait, mais qui seront sûrement eux ils participeront en simple à mon avis. Enfin c'est même pas mon avis, je pense que c'est déjà acté. Donc pourquoi pas les faire participer en double mix, même en qualif. Ouais, pourquoi pas. Ouais. On verra bien. Et on verra bien ce qu'ils font aussi sur ce feeder, hein. Ça va jouer, hein, forcément. Donc on verra bien. Après aussi, il faut se placer dans une perspective. Alors pas encore, hein, mais si on se place dans une année en fait, finalement, dès 2027, on va se placer dans une perspective des JO 2028. Et dans cette perspective, on va voir comment ça évolue, hein, mais si ça se trouve, nos trois, ça sera toujours Félix, Alexis et Simon. Et du coup, dans ce cas-là, il faudra forcément trouver une solution avec Simon. Après, on peut jouer avec Donc, Foucault, on peut toujours jouer quoi avec les joueurs. Je sais pas si ce sera permis au JO, mais en tout cas, à la Coupe du Monde, on pouvait ramener 8 joueurs. C'est nous qui avons fait le choix d'en prendre que 6. Oui. Mais en fait, en plus, on ne sait pas encore réellement est-ce qu'on aura toujours cette limite de 3 joueurs qu'on avait eu au JO, sachant qu'on rajoute le par équipe mixte. On verra bien. En tout cas, si on a toujours cette limite, bon, déjà c'est embêtant, hein, parce que ça veut dire que t'as pas beaucoup de marge, mais bon, on verra bien. En tout cas, on va voir comment ça progresse, on va voir comment ça évolue, particulièrement cette année. Et donc, au niveau de l'ambiance,
comme tu en as un peu parlé, mais on l'a quand même assez brièvement évoqué. Je voulais vous faire écouter un petit son de Thomas Guignac, qui sera le petit pousset de ce premier feeder en France, qui a réussi, qui est le dernier qualifié dans les qualifs et qui va tout faire pour se qualifier pour le tableau principal. Je vais vous faire écouter ce qu'il pense de l'ambiance qu'on pourra avoir au feeder de Lille. De s'arracher, de prendre des risques, de faire douter un petit peu le joueur en face de moi. Et puis écoute, on verra bien où ça va me mener. Mais voilà, je suis tellement content de pouvoir y participer. Ça va être mine de rien, tu sais, une réelle fête du ping en France avec le feeder de Lille, le feeder d'Enbon, peut-être la dernière édition du Champions de Montpellier. Mais voilà, je le vois vraiment comme une réelle chance. Donc voilà, on va voir où ça va me mener. Mais en tout cas, trop hâte d'y être. Alors comme il dit, une réelle fête du ping en France, il a vraiment hâte d'y être, Thomas qui est numéro 400 français, et surtout la stat, 8000 billets vendus pour donc le feeder de Lille. Foucault, qu'est-ce qu'on attend donc seulement sur les derniers jours, l'ambiance, ou on attend vraiment une grosse hype, une grosse effervescence sur toute la semaine pour toi? Ouais, ça m'étonnerait que sur des qualifs, on ait énormément d'ambiance. Mais je sais pas, on verra surtout sur les soirées, moi. On verra, même la semaine, même avant vendredi, on pourrait avoir un peu d'ambiance sur les soirées. On verra bien. Je sais pas comment ça va être organisé, notamment au niveau du programme. Est-ce qu'ils vont essayer de mettre les Français le soir? J'espère en tout cas. Mais ouais, j'en attends surtout beaucoup quand même le vendredi soir et le samedi parce que forcément c'est là où les gens sont le plus disponibles. Après, si on peut en avoir avant et pas que pour les plus gros matchs, ça serait quand même cool. Mais comme je t'ai dit, moi je sais pas trop à quoi m'attendre parce que il y en a finalement pas eu beaucoup des matchs à Lille. Je pense que le local de l'étape, le Flavien, sera quand même beaucoup encouragé. Pas que lui, hein. Est-ce Ça qu'on peut en... aussi motiver les gens à venir. Parce que Nathan Lam est originaire de Lille, Léana également, Ouais. de la famille qui habite à Lille. Il y en a plein, tu vois, à qui on a pu poser des questions avec Pierrick, et qui nous ont répondu gentiment, tu vois, sur tous les petits posts qu'on fait. D'ailleurs, si vous les avez pas vus, allez voir tous les posts qu'on fait avec les réactions des joueurs, enfin les réactions, comment dire, les impressions des joueurs avant de venir sur cette compétition de tous les Français qu'on a pu avoir. Et donc tu vois, ils sont quand même un grand nombre à être originaires de la région du Nord. On a aussi de Nice et Denis Dorsescu et Benjamin Fruchard qui jouent à Amiens. Donc moi je pense que ça peut motiver du monde, tout ça, tu vois. On se rend peut-être pas compte Ouais, de ce que ça signifie 8000 personnes. ouais, c'est clair, c'est clair. Donc je pense que au niveau de l'ambiance, même pour les matchs franco-français, comme tu dis, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je pense quand même que il y aura un peu une allure championnat de France avec un encouragement plus fort pour celui qui va être local, celui qui va être du Nord. Mais on verra bien. Et la salle est toujours pleine pour les matchs de Pro B et les matchs d'Europe Cup, hein. Donc moi Et, j'ai ce qui vraiment. montre bien un truc déjà. Comment? Ce qui montre bien un truc parce que Pro B c'est pas le niveau numéro 1, donc si la salle est pleine pour la Pro B, ça veut dire qu'il y a quand même des fans de ping et que ça se développe bien quoi. Ah, c'est ça, il y a une très belle base. Donc si on a tout dit, à toi de me dire, mais si on a tout dit par rapport que ce soit à l'ambiance ou plus au niveau sportif, donc on espère que ce sera une belle fête populaire. Je pense qu'on peut passer à notre rubrique sous-classé surclassé, si ça te va? Ouais. Donc pour bien terminer l'épisode, c'est ta première en 2026 de sous-classé surclassé parce que c'est le troisième épisode de 2026. On avait fait l'interview de Félix. Évidemment, on n'avait pas eu demandé de sous-classer et de surclasser les joueurs avec qui il joue et qui rencontre. Alexis Lebrun, sous-classé, surclassé, Félix. Félix, voir toi-même, que t'es surclassé. Surclassé. Et puis on l'avait fait avec Damien, il n'était pas là la semaine dernière. Donc aujourd'hui, Ouais. 2 joueuses féminines et un homme. Attention au deuxième surtout. Va falloir se mouiller. Première joueuse, Manika Batra,
L'Indienne, 44e mondiale. Picot en revers, un peu le stéréotype du crabe, mais du crabe évolué parce que c'est un crabe au niveau international quand même. Donc 44e mondial sur 2026, on a un huitième au Star Contender de Doha, en faisant quand même une belle perf en éliminant Qin Yuxuan, la chinoise 33e mondiale, à la belle en 16e de finale. En 32e, pardon, puis Lioneuil, 31e mondial, donc encore une perf. En 16e, après elle a perdu contre Zhu Yuling, elle s'est vraiment fait terrasser 3-0. Très étonnant d'ailleurs, parce que Zhu Yuling a après quand même pas mal buté sur Hitomi Sato en finale de Doha. Et puis à Mascat, victoire contre Maria Panfilova, pardon pour la prononciation, la russe qui concourt sous bannière neutre, à la belle, encore une fois, et qui perce cette fois à la belle, face à Shi Xuniao, la chinoise 13e mondiale, et encore une fois, comme je vous l'ai dit, à la belle, 11-9, après s'être arrachée totalement dans le 4e set, qu'elle a remporté 16-14. Donc voilà, une belle bataille face à Shi Xuniao. Moi, j'ai vraiment cru qu'elle y arriverait. En plus, je crois qu'elle fait une petite remontée dans le dernier set avant d'échouer à 11-9. Donc vraiment deux tournois vraiment de bonne facture, j'ai envie de dire, pour Manika Batrama, qui est actuellement 44e mondial. Foucault, est-ce que tu classes, est-ce que pour toi elle est sous-classée ou est-ce qu'elle est surclassée, Manika Batrama? C'est dur, Quand elle perd c'est dur. contre Shizuniao, elle perd contre la future vainqueur du tournoi. Ouais, c'est dur ce genre de joueuse parce que on sait que c'est le genre de jeu qui aime beaucoup les Chinoises, qui ont un jeu, on va dire, plutôt, j'allais dire traditionnel, mais académique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et qui sont toujours gênées face aux Indiennes. Il y avait même les plus grandes joueuses qui étaient gênées aussi. Donc, je trouve ça toujours dur à évaluer. Maintenant, c'est vrai qu'elle a battu aussi la Coréenne Yeon Lionel, ouais, comme ça. Yeon-hye, ouais. Donc, je pense quand même qu'elle a pas eu de bol aussi sur les tirages, quoi. Parce que taper Zhou en huitième, c'est quand même pas de peau. Moi, je dirais légèrement sous-classé parce que je la vois quand même meilleure, mais par exemple, ouais, je la vois. Ouais, je dirais légèrement sous-classé, mais c'est vrai que quand je regarde ce qu'il y a au-dessus, il y a du Do, il y a du Sreja Akula. C'est dur à dire, mais ouais, je dirais légèrement sous-classé, mais voilà, je la passerai top, top 35-40, mais vraiment légèrement sous-classé, moi, je dirais. Pour moi, déjà, elle va prendre plus 10 points, ce qui est pas pharaonique avec son huitième de finale sur Mascat. Donc pour arriver à 560 points, toujours 10 derrière Dina Shref, en tout cas avec son classement actuel. Pour moi, elle est sous-classée. Disons que c'est un bel avantage d'avoir un Pico dans ce monde-là qui est assez cruel du ping, parce que c'est une des seules forces qui peut te permettre de perdre face à les meilleures chinoises. Et tu vois, hormis même peut-être le Big Five chinois, qui n'en est plus un maintenant depuis que Zhou Yuling est 5e mondial, qui peut te permettre de perf, même, enfin là, elle était à 2 doigts de perf face à la 13e mondiale chez Zhou Niao, donc qui est quand même bien placée dans la hiérarchie chinoise, tu vois, c'est la 7e chinoise. Donc moi je pense que elle peut être bien mieux classée. Après, elle a jamais fait d'énormes perfs, tu vois, là, sa meilleure perf sur Champions et Smash confondus, c'est un 16e de finale au China Smash. Au championnat du monde, elle a fait 32e. Donc, j'ai l'impression que c'est la joueuse qui peut te sortir une perf sur une joueuse très bien classée et qui, face à une joueuse de son classement, sera limite plus en difficulté et que c'est comme ça qu'elle se construit son classement. Donc, j'ai envie de dire, ouais, plus ou moins pareil que toi, elle pourrait être 40e. Elle pourrait être, ouais, 40e au niveau de sa compatriote Srija Akula, mais pas beaucoup plus, tu vois. Même rien qu'une deuxième, quand je vois que Dorikem est 38e mondial, ça calme un peu mes ardeurs de la classer un peu plus haut, tu vois.
Ouais, bah, moi pareil. Mais tu vois, par exemple, sur Muscat, oui, en huitième, c'est vrai qu'elle est vraiment pas loin de perf chez Jun Yao. Mais juste avant, en 16e, elle gagne 12-10 à la belle Maria Panfilova qui sortait des qualifications. Donc on voit quand même que, notamment à son style de jeu, il y a des joueuses qui vont être plus ou moins gênées. Et donc, aussi, ça va beaucoup jouer aussi dans sa progression, notamment au classement. Et finalement, tu vois, bon, l'exercice normalement c'est de dire sous-classé ou surclassé au niveau mondial. Et là, j'ai envie de dire, elle mériterait d'être première indienne. Donc de passer devant Srija Akula, d'être à les 40e, mais pas plus. Vraiment sa place de première indienne, j'ai vérifié, il n'y a pas d'indienne au-dessus du top 40, c'est pas étonnant. C'est la deuxième actuellement. Mais ouais, pour moi, elle est meilleure que Srija Akula, il y a 100 points qui les séparent, et elle mériterait d'être devant. Mais pas beaucoup plus. Maintenant, c'est aussi inhérent à son style de jeu. Hein. Si tu tombes contre des gens qui arrivent bien à s'adapter, à ce niveau-là, c'est très compliqué de jouer avec le picot, ou sinon il faut arriver à beaucoup pivoter sur le coup droit de ça, mais c'est pas son fort non plus. Donc voilà, pour moi, c'est D'ailleurs, pas beaucoup mieux. d'ailleurs, à tout niveau. Hein. À tout niveau, un picot, à part chez les hommes pros, mais à tout niveau, un picot, il peut perf et il peut. Bon, bref. Ah, par contre, tu t'appelles Onoka Hashimoto. D'ailleurs, je me languis de la revoir sur le circuit parce qu'on la voit plus trop. J'ai vu qu'elle était pas en quart de finale des championnats du Japon, donc je sais pas si elle n'a pas une blessure quelque part. Je sais pas si t'as des infos, Hugo, mais j'ai hâte de la Aucune info. revoir sur le circuit. Donc je pense qu'on peut passer au deuxième et surtout au joueur le plus clivant de ce sous-classé surclassé. Comme t'es le seul à ne pas être présentateur dans cette émission, comme Damien n'est pas là, tu vas forcément être le premier. Tu vas être le premier à te mouiller, le premier à prendre des risques. Évidemment, Lin Chidong. Mondial tourné dans le Proche-Orient, très compliqué pour donc notre numéro 2 mondial, avec une défaite contre Darko Jurgic à Mascat, donc sur le contender, en quart de finale de ce contender-là. Malheureusement, il perd 3 en perdant 9 à chaque set. Il avait déjà frisé la correctionnelle contre Sidorenko, où il gagnait la belle 11-8 vraiment au forceps, comme à l'instar d'une Manika Batra contre Panilfova là. Sur le Star Contender, pareil, encore pire finalement. Défaite en 8e contre Dimitrij Ovtcharov, le revenant, mais un peu le même scénario. Il remporte en 7-11-3 alors qu'il avait remporté 11-4 contre Jurgic, et les 3-7, les 3 manches hyper, c'est sur le score de 11-9. Voilà, encore un scénario un peu cruel pour lui, n'empêche. Et puis, toujours pas de victoire et toujours pas de finale non plus, sur le Champions de Doha cette fois, parce qu'il avait perdu 4-2 contre Yang Wu-jin en demi. Yang Wu-jin qui était quand même la sensation du Champions de Doha. Alors, on veut ton avis. Alors, non, mais déjà, je voudrais commencer par dire, c'est vrai que là, on a nos trois de l'équipe type chinoise, il y en a deux, Liang Jikun et Lin Xinong, qui sont quand même pas dans la meilleure forme aujourd'hui. Et à l'inverse, on a quand même des jeunes chinois comme Wei. Le sujet Lin Xidong. Ouais, Foucault, pardon. À un moment, tu disais les 3 jeunes chinois avec Wen Rubo. Oui, les 3 jeunes, je pense que oui, on a une dynamique où il y a quand même 3 jeunes chinois qui ont quand même une chance, et donc je me disais, est-ce qu'on va avoir un bousculement d'ici les JO, d'ici les championnats du monde par équipe, désolé, d'ici les championnats du monde par équipe, est-ce qu'on aura un bousculement dans l'équipe chinoise? Et sinon, pour en revenir sur Lin Xidong, moi je trouve que... Quoi? À peine 21 ans, parce que tu dis les jeunes chinois, on sait que tu parles de Wang Wuzheng, Wen Rubo et Chen Yuanyu, mais il a 21 ans. Mais il est jeune, c'est pas très vieux, 21 ans. Ouais, bah justement, ce que je te dis, Lin Xidong il a à peine 21 ans, parce que tu parles des jeunes qui sont... Ah oui, les Xidong. Oui. Non mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais
en fait, j'avoue, je considère vraiment Lin Chinong dans le circuit installé que c'est vrai qu'on oublie qu'à fois l'âge, mais c'est comme Félix au final. Moi, j'oublie totalement son âge. Mais donc, pour en revenir au sujet, je pense que je vais être un peu à rebours de la culture de l'instant qui est de dire ouais, il est surcoté, etc. Il avait quand même fait avant ça un champion de Doha plutôt pas mal, où il va en demi-finale, où il bat facilement Flavien au premier tour, ensuite il bat Douda et il bat Leon Jinkun. Donc il est pas, il a pas, il a fait quand même cette belle perf. Et après il a fait, c'est vrai, deux contre-perfs aux Stars de Doha et aux Contenders de Muscat. Moi je pense que aujourd'hui il reste quand même à son classement malgré ses mauvais résultats récents. Que je vois ni Hugo, ni Truls, ni Harimoto, ni Félix au-dessus de lui actuellement. Donc, pour moi, Lin Chinong, il est à son classement. Il n'est pas au-dessus de Wang Chuqin, ça, je suis bien d'accord. Mais il est à son classement et je pense que faut que les gens un peu se calment avec la culture de l'instant où à chaque contre-perf, on va dire qu'un tel est surcoté parce qu'il a perdu une fois, parce qu'il a fait deux contre-perfs. Donc se calme. Pour moi, vraiment, c'est très dur à déterminer. Je vais en fait revenir sur ce que je disais la semaine dernière avec Damien. C'est qu'on va avoir un top 10, un top 15, et je suis même en train de commencer à élargir ça, au top 20, qui va être très, très, très homogène. Enfin, j'ai peur même qu'on ait un top 20, hormis Wang Chuqin, très homogène, et que Wang Chuqin survole totalement le circuit WTT sur 2026. Parce que moi, quand je regarde les dernières perfs de 2025 de Lin Chinong, on a aussi une défaite aux Champions de Macao en quart de finale contre Anderson. On a une défaite au China Smash contre Félix en demi. Et on a une défaite aux Finals contre Harimoto. Donc, quand il tient pas vraiment son rang de numéro 2 mondial, surtout avec sa grosse contre Anderson. Là, pareil, 3 contres qui font mal aux yeux quand tu les regardes sur le téléphone. Ça fait aussi mal au cœur pour lui. On sait qu'il subit énormément de pression en Chine, de par le fait qu'il soit dans les meilleurs joueurs mondiaux, mais qu'à contrario, il ait très peu de fans. Il a une très, très petite base de fans, à l'inverse d'un Wang Chuqin, par exemple. Donc moi je me demande, c'est deux cas différents, mais je me demande si Yang Jinkun pourra se rétablir de sa blessure au dos un jour à cause des cadences effrénées du calendrier WTT, et si de son côté Lin Chinong pourra en quelque sorte rétablir de sa mauvaise passe psychologique et mentale selon moi, qui dure depuis quand même bien longtemps, qui est notamment dû au fait que il est obligé d'enchaîner les compètes parce que Liam Jinkun, c'est juste pour préciser, le Liam Jinkun, c'est quand même pas que le calendrier WTT, c'est aussi le calendrier direct de l'équipe de Chine quand même. L'équipe de Chine est tellement compétitive que forcément il essaye de faire des compètes pour rester à sa place, pour qu'il garde sa place aussi. Je pense que c'est plus ça que le calendrier WTT. Ouais, mais au final, tu vois, il prend pas de petite pause, il peut pas prendre un temps de répit, et c'est comme ça qu'il va se faire attraper par les plus jeunes qui, eux, n'ont pas de problème physique. Parce que, de toute façon, tu regardes derrière Liang Qingkun, Chang Peng, c'est aussi à l'arrêt. Pareil pour Lin Chinong, en fait, tu regardes, je te dis, est-ce qu'ils vont pas les rattraper? Chang Peng est à l'arrêt. Zhu Qiao ne les rattrapera jamais, honnêtement. Chu Fei, jamais. Donc t'as qui? T'as Chen Yuanyu, Zhu Qiao, et potentiellement Wang Yuzheng, même si Wang Yuzheng, il a pas le niveau escompté, le niveau qu'on espérait l'année dernière ou il y a un an et demi, tu vois. Après, je jette pas totalement Wang Yuzheng, hein. Je suis pas en train de l'oublier ou quoi que ce soit. Maintenant, les deux réelles menaces entre guillemets, ça reste Wen Ruibo et Chen Yuanyu. Ils vont pas dépasser en rien de temps les 4000 points ou les 5000 points de Liang Jinkun. Je suis en train de vérifier, là, les 3900 points de Liang Jinkun et les 7500 points de Lin Chinong. Il faudrait qu'ils puissent demander à la Fédé, à l'équipe nationale, ou je sais pas à quel dirigeant, de prendre une petite pause, parce que quand le premier, Liang Jinkun, est dans un état de fatigue physique tel qu'il n'arrive
plus à jouer un match, j'ai l'impression qu'il n'arrive plus à bouger et que Lin Chidong, lui aussi a eu des petits problèmes physiques fin 2025, notamment aux finals, est dans un état de fatigue mentale et qu'il n'arrive pas moi j'ai l'impression qu'il n'arrive plus à jouer à son niveau. Puis au bout d'un moment, faut prendre une pause, surtout Après, il sort. même s'ils sont liés à une fédération, dans ce genre de sport qui sont individuels, ils devraient pouvoir choisir d'eux-mêmes. Je prends une pause, les gars. À plus. Et je reviens je Ouais. reviens dans quoi? Dans 3 semaines. C'est rien, 3 semaines. Je vais à l'entraînement. Je m'entraîne. Peut-être que j'allège un peu ma charge d'entraînement. Et je reviens d'ici, 3-4 semaines. Grand max. Et comme ça, j'arrive rebooster pour les championnats du monde. Et, ok, la Chine peut se reposer sur Wang Chuqin. Se dire Wang Chuqin va ramener 2 points à chaque rencontre des championnats du monde. Faut toujours ramener le Mais si Liang Jingku n'arrive pas à marcher et que Lin Chidong est totalement totalement dépassé par les événements parce qu'il est pas là mentalement, le pauvre, ça fait 3-2 pour l'équipe adverse. Enfin, alors bien sûr, tu joues je sais pas, sans faire injure à aucune nation, hein, mais si la Chine joue contre l'Estonie, pour que personne ne se sente concerné parce que personne ne connaît de pongiste estonien, bien sûr, Lin Chidong ou Liang Jingku n'arrivera à rapporter un point. Évidemment, peut-être même qu'il pourrait gagner 5-0, hein, facile, mais même j'en suis sûr. Maintenant contre la France, le Japon, l'Allemagne ou que sais-je, ou même je sais pas la Slovénie. Et moi je suis pas sûr que la Chine remporte le match. Hein. Avec l'état dans lequel sont Liang Jingku et Lin Chidong, ça me fait vraiment peur, c'est vraiment inquiétant. Moi, quand j'ai rédigé le tweet qu'on a fait sur Liang Jingku, je mets inquiétant et j'exagère pas. Moi, je suis vraiment inquiet pour lui. Je le vois à l'US Match. Je suis très content. Hein. Moi, c'est même la vidéo la plus vue de mon compte perso. Je célèbre la victoire de Lilian Bardet, tout ce que vous voulez. Mais après le match, 24 heures après, je me dis merde. Sa blessure au dos, ça fait déjà quelques temps qu'elle est là. Et aujourd'hui, l'US Match, c'était il y a 6 mois. Et sa blessure au dos était déjà présente depuis longtemps. Surtout que là, il va perdre sa plus grosse perf, sa finale au Saint-Mocar pour Smash, le 9 février. Et en la perdant, il le remplace par un 90 points, ce qui fait qu'il va sortir du top 10 en fait. Donc en février, on n'aura plus Liang Jingku dans le top 10, donc ce qui va faire quand même bizarre en vrai. Mais donc aujourd'hui, on a ça en tout cas. On a une équipe de Chine qui quand même paraît plus faible qu'auparavant. Alors elle est quand même championne d'Asie en titre. Mais en tout cas, comme on l'a dit dans nos prédictions, ça va être intéressant. Après, c'est en mai. Oui, on a bientôt le tirage au sort. On sait pas trop pourquoi, mais c'est en mai les championnats du monde par équipe. Et donc d'ici là, ça va vite le ping. Maintenant, ouais, j'espère pour eux quand même qu'il y aura que Liang Jingku parviendra à se réparer, à prendre une pause, mais le problème c'est que rien n'est sûr. Et il va également, comme tu le disais, il va perdre des points en février, avec le Singapour Smash, il va en perdre 1400 quand il a été fini, qu'il avait remporté grâce à sa finale, mais il va aussi en perdre 350 qu'il avait récolté avec sa finale de Coupe d'Asie à Shenzhen. Et puis en mars, le 16 mars, il perdra aussi ses 350 points de sa demi-finale au championnat de Chongqing. Donc d'ici là, on n'est pas encore le 16 mars. Le 16 mars, dans pas si longtemps. Le 23 février, c'est dans encore moins longtemps. Là, on enregistre le 24. On publiera sûrement le podcast le dimanche 25. Donc, vous l'écouterez, ce sera dans moins d'un mois, dans 29 jours. Donc il y a beaucoup de tournois entre temps. Donc je sais pas où est-ce qu'il va réussir à aller chercher, s'il reste dans cet état de forme là, s'il continue à enchaîner autant les tournois. Donc voilà, on sait que même un Harimoto arrive à prendre des pauses, mais maintenant là, s'il a été obligé par la fédération à s'aligner sur le Star Contender et Contender, je sais pas si c'était vraiment en sa faveur de faire ça, honnêtement. Ouais, c'est clair.
Donc maintenant, je pense qu'on va pouvoir s'attaquer à la dernière joueuse de notre sous-classé surclassé. On en a déjà parlé depuis le début de l'épisode, évidemment, vu de l'actualité brûlante, qui est le star contender de Mascat, le contender pardon de Mascat, et donc notre petit sous-classé surclassé sur Manika Batra. Je parle bien évidemment de Shi Xuniao, vainqueur ce matin, ou hier, comme on postera l'épisode le dimanche, du contender de Mascat qui a actuellement 2025 points, qui va donc remporter tous les points alloués à la vainqueur du contender, d'un contender. Elle est 15e mondiale actuellement, juste derrière Miyu Nagasaki, Satsuki Udo et Shin Yubin. Est-ce que pour toi, Foucault, elle pourrait grimper un peu au classement, ou est-ce que c'est trop tôt pour dire ça en quelque sorte aujourd'hui en début 2026, parce qu'elle va quand même remporter 400 points qui seront elle fera plus 300 parce que ça va enlever les 100 points des finals de Hong Kong. Avec plus 300, elle passera déjà à 2325 points. Donc sûrement devant Satsuki Odo, elle reprendra sa place de 13e mondiale qu'elle occupait début 2026. Pour toi, est-ce qu'elle mérite plus que cette place de 13e mondiale ou non? C'est dur de dire qu'elle ne mérite pas plus quand on met 4-0 à Kwaiman. Pour moi, elle mérite plus, effectivement. Après, elle est toujours bloquée par les quotas. C'est ce qui va avec le fait d'être chinoise, c'est que si t'es pas dans les tout meilleurs, hein, même 15e, bah tu peux pas aller en Champions. Donc pour moi, elle vaut actuellement plus. On voit quand même qu'elle performe fortement, qu'elle perd pas beaucoup. Donc ouais, pour moi, aujourd'hui, elle mérite plus chez John Yao. Est-ce que ça mérite top 10? Ouais, je pense. Quand je vois le top 10, moi, je me dis quand même elle doit être quand même au-dessus des Japonais. On va voir comment ça progresse. Est-ce que elle va réussir? Je pense qu'elle va réussir à faire un petit Champions avec. À un moment, il y aura des petits absents, Sonisha ou Manu. Donc, elle va réussir à se profiler en Champions. Et je pense qu'elle pourra faire une bonne perf et on verra son réel niveau à ce moment-là. Mais ouais, je pense qu'elle est sous-côté. Ouais, juste pour te corriger, tu disais Kwaiman, mais c'est Eziogia qui a battu 4-0 ce matin en finale. Mais elle avait battu Kwaiman 3 à l'Europe Smash. Donc d'ailleurs, elle avait fait un tournoi d'assez bonne facture. C'est là qu'elle a remporté la majorité de ses points pour l'année 2025, hein, évidemment, parce qu'elle avait échoué en demi-finale contre Wang Menyo, après avoir également battu Satsuki Odo. Satsuki Odo, Kwaiman, Maria Malobadi, etc. Et là, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'au Champions, où justement, elle avait eu une place parce que Sun Yingxia et Wang Menyu n'avaient pas voulu se déplacer. Bah, malheureusement, elle avait perdu dès le premier tour. Donc ça, c'est dommage parce que c'était vraiment l'opportunité qu'il fallait saisir. Elle perd à la bec contre Sakura Yokoi 11-6. C'est vraiment là qu'il fallait chercher les points. Et bah, comme je t'ai dit, elle perf Kwaiman, elle perf Satsuki Yodo à l'Europe Smash, là Eziogia qui était bien mieux classée il y a pas si longtemps. Donc vraiment faut qu'elle prenne ses opportunités quand elle a la chance d'être sur un. De toute façon, elle a pas le choix. Hein. C'est ça, faut qu'elle les prenne après-demain dès qu'elle est sur un Champions, quand Romenio et Kwaiman sont absentes. Et après, on pourra parler d'une Shizuniao potentiellement top 10, même top 8, tu vois. Parce que pour moi, elle peut avoir ce niveau-là, le niveau top 10, même elle l'a. Maintenant, il faut le montrer, il faut le prouver, tu vois. Parce que Eziogia, elle était 21e mondiale à Zagreb, donc en milieu d'année dernière, tu vois, en avril dernier. Si je me trompe pas, Zagreb, ça devait être à cette période-là. Elle a été 20e mondiale, allez, en septembre. Elle a été 20e mondiale en septembre, donc elle a un très bon niveau. Eziogia, t'as aussi les quotas, donc c'est une des meilleures joueuses du monde. Elle a totalement, pardonnez-moi l'expression, mais elle a totalement tartiné 4-0. Donc pour moi, oui, elle joue mieux maintenant. Et du coup, fait un bon smash.
prends pleinement tes opportunités en Champions et après ça le fera. Koeman, du coup, le 4-0 sur Koeman, c'était au Muscat de 2025. Ah oui. Je me suis effectivement trompé. Donc, qu'elle avait gagné. Mais, ouais, comme t'as dit, hein, faudra voir, faut qu'elle prenne chaque opportunité. De toute façon, elle a pas le choix. Donc voilà, c'est tout pour notre sous-classé surclassé d'aujourd'hui. À moins que tu aies un dernier mot à rajouter sur un des joueurs, ou pour encore une fois donner ta confiance à Lin Chih-dong peut-être, Foucault. Quoi ? Est-ce que tu veux encore une fois redonner ta confiance et montrer que pour toi Lin Chih-dong va finir moi je vous dis en fin de saison. il va finir allez, 4e prédiction. Lin Chih-dong va finir deuxième mondial cette année à la fin de l'année. Bon, donc c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, merci à vous d'être là pour écouter ce podcast. Comme Foucault l'a dit, parce que j'avais oublié de l'évoquer, on sera là avec Pierrick pour couvrir l'entièreté du feeder de Lille, donc ce premier feeder en France, ce deuxième tournoi WTT organisé en France après le Champions de Montpellier. Pierrick sera là toute la semaine, moi je serai là seulement samedi comme on l'a dit. Donc voilà, il y aura énormément de contenu sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux, sur nos réseaux, top sur les deux. On est également dorénavant sur TikTok depuis vendredi. On est aussi sur YouTube depuis l'interview de Félix, donc depuis début 2026. On est aussi sur toutes les plateformes. Si vous voulez nous écouter sur nos plateformes, maintenant le contenu autour du feeder de Lille, ce sera principalement sur YouTube, TikTok, Instagram et Twitter. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre pour voir toute l'actu, ce qui se passe potentiellement. On ne sait pas encore si on aura les accès, mais potentiellement dans la salle d'échauffement, dans la salle d'entraînement, toutes les interviews, les réactions d'après-match des joueurs, l'ambiance dans la salle, voilà, si vous voulez tout suivre du Champions de Lille dans les moindres détails, abonnez-vous à nos comptes sur les réseaux sociaux. Le feeder de Lille. Oui, pardon, j'ai dit que Champions. Oui. Je me suis un peu trop emballé, pardon. Non, j'avais si vous voulez tout suivre le feeder de Lille, abonnez-vous à nos comptes sur les réseaux sociaux et pour vraiment suivre toute l'actualité du feeder. J'ai encore une fois dit le Champions, je crois. Je suis désolé, voilà. C'est pour ça qu'on a fait le sujet aujourd'hui sur le feeder. J'avais pensé à faire un sujet avec des champions pour tout vous avouer, mais comme je suis énormément hype et que Foucault a aussi envie de parler de ça, on a parlé du feeder et j'en ai même l'impression que c'est un champion. Mais donc voilà, n'hésitez pas à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous mettre une note, à nous donner des avis pour qu'on continue à s'améliorer parce que mine de rien, même si c'est exceptionnel qu'on puisse aller au feeder et avoir cette accréditation. Ça fait à peine, là, ça doit faire un tout petit peu plus de 3 mois que maintenant on existe avec Foucault, Damien et Pierrick sur Top. Je crois qu'on a créé le média le 21 octobre, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça fait très peu de temps qu'on existe. Donc n'hésitez pas à nous donner vos conseils, vos pistes d'amélioration, comme on le dit toujours, à nous envoyer des commentaires. Et puis surtout, dernière chose, avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous inscrire pour le concours sur nos comptes Instagram et Twitter pour gagner la BD des frères Lebrun après une balle dédicacée par Félix qui vous offre, après avoir perdu à notre jeu dans son interview qu'on avait faite donc début 2026. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté cet épisode et on vous dit à la prochaine avec Foucault. Salut! C'était Top sur Top.